À la une de ce 20h référendum constitutionnel du 18 juin au Mali, ce dimanche, les forces de défense et de sécurité ont voté par anticipation. C'est pour leur permettre de mieux sécuriser les opérations électorales. Dimanche prochain, nous consacrons une large page de cette édition au vote des militaires à Bamako et à l'intérieur du pays. Chronique culture et société dans la mouvance de la Journée internationale des archives. Alpha Maïga fait un focus sur les disques vinyles ou si vous le voulez les 33 tours. C'est un support analogique de musique. Rendez-vous en fin de journal pour en savoir davantage. Invité de ce 20h week-end, le commissaire à la sécurité alimentaire. Nous parlerons avec lui du lancement mardi prochain par le président de la transition du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Il nous présentera également la situation alimentaire réelle du pays. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20h consacré essentiellement ou en grande partie au vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour le référendum constitutionnel du 18 juin prochain. Les bureaux de vote ont fermé un peu partout dans les garnisons. Nous ferons un tour d'horizon tout à l'heure avec nos reporters et correspondants à Bamako et en région. Commençons avec le président de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui se sont rendus ce matin au centre de vote du camp des gardes. Constat des visiteurs, le vote se déroulait normalement avec une affluence grande devant les 5 bureaux de vote du centre. Fadema Keïta. Dans les 5 bureaux de vote du camp des gardes, les présidents, assesseurs et superviseurs appliquent à la lettre les consignes de vote. Tous munis de leurs pièces, carte d'électeur ou autre, chacun passe à tour de rôle pour accomplir son devoir civique. Ils ont le choix entre le oui et le non. Dans les 3 bureaux de vote visités, sur les 5 du centre des camps de garde, le président de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, se réjouit de l'affluence qui prévaut et de la détermination de nos forces de défense et de sécurité à accomplir leurs devoirs. C'est une visite pour nous rendre compte de la façon dont fonctionnent les bureaux de vote. Nous avons visité 3 bureaux de vote sur les 5 et nous nous sommes réjouis de ce que l'ensemble du personnel pleinement responsabilisé, ce sont les présidents qui nous ont reçus. Ils nous ont expliqué le déroulé du processus. L'ensemble des membres du collège de l'EJ sont déployés sur les 10 régions administratives du pays aujourd'hui pour suivre le déroulement de ce processus. Et nous sommes pratiquement en parfaite symbiose avec les autorités de l'administration générale que vous connaissez. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, département qui appuie l'EJ, se dit satisfait de la bonne organisation du vote qui se tient sans incident dans toutes les régions du pays. Notre mission est d'appuyer l'EJ. Et je voudrais également préciser que dans cet appui, ce n'est pas que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'est toute l'administration de manière générale. Donc je voudrais ici également souligner que nous avons reçu instruction de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, d'apporter toute l'aide nécessaire à l'EJ afin que toutes les élections, le référendum se déroulent disons de manière appropriée, se déroule de manière très paisible, se déroule de manière transparente, aussi bien à Bamako que dans toutes les régions de notre pays. Ces 2 responsables suivent le déroulement des opérations sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la fermeture officielle des bureaux de vote. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a accompli son devoir de citoyen à l'état-major de la garde nationale. Colonel Sadio Kamara a également constaté le bon déroulement dans les 7 bureaux de ce centre. Il s'est particulièrement réjoui des efforts consentis pour un retour rapide de la paix au Mali. Mamari Kone. C'est dans le bureau de vote numéro 1 du jardin d'enfants, lieutenant Zié Traoré de l'état-major de la garde nationale, que le ministre de la Défense et des anciens combattants a accompli son devoir de citoyen. C'est un sentiment de devoir accompli dans le processus de matérialisation de la volonté du peuple malien, exprimée lors des assises nationales de la refondation. Je voudrais profiter de l'occasion pour
féliciter et remercier les autorités de la transition dont l'engagement et la volonté ont permis d'aboutir à un projet de constitution. Dans les 7 bureaux de ce centre, les opérations de vote par anticipation des forces de défense et de sécurité se déroulent normalement. Le matériel électoral, les agents électoraux, les observateurs et les électeurs sont là. Je salue aussi la bonne organisation du scrutin, surtout en ce qui concerne le vote anticipé des militaires. Nous sommes au camp de garde ici à Toumouroubou. Nous constatons le bon déroulement du scrutin. Pas de difficultés majeures à signaler, pas d'incidents signalés. En organisant ce scrutin référendaire, un grand pas est franchi dans la normalisation de notre pays. Aujourd'hui, une étape importante vient d'être franchie. Nous remercions les autorités et la population malienne qui ont massivement cru à la refondation et au changement. Mais nous devons rester vigilants car les ennemis de la nation, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont toujours à l'œuvre, comme attestent les tentatives désespérées de faire paniquer la population afin d'atteindre leur dessein funèbre. Avant de quitter l'état-major de la garde nationale, le ministre Sadio Kamara a rencontré les journalistes. Occasion pour lui de les remercier pour le rôle qu'ils jouent dans le cadre de la réconciliation. Le ministre s'est dit enfin optimiste pour notre pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lui, a voté à l'école de police de Bamako. Il a rappelé également que ce vote anticipé des porteurs d'uniformes marque la volonté des autorités de la transition de tenir leurs engagements conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Mamadou Fane. C'est au centre de vote de l'école de police, dans le bureau numéro 1, que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a accompli son devoir aux environs de 8h10. On a aujourd'hui besoin de cette nouvelle constitution pour jeter les nouvelles bases d'un nouveau Mali. Comme on le dit, un Mali courant, un Mali uni, un Mali solide, avec des institutions fortes. On doit aujourd'hui mettre le Mali au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous devons nous unir autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? C'est le Mali. Ici, au centre de l'école de police qui compte 10 bureaux de vote, le vote a démarré à 8h. Tout le matériel de vote, les présidents des bureaux et de centres, les assesseurs, les observateurs indépendants et les membres de l'EJ étaient présents sur place pour le bon déroulement du scrutin. Quand on avait commencé déjà à parler du référendum, il y a des sceptiques. Ça, c'est toute œuvre humaine. Mais nous, notre travail, c'était de travailler en bonne intelligence pour convaincre les gens, pour dire qu'aujourd'hui, nous avions besoin de ces institutions. Au-delà de tout ça, ce n'est pas une volonté uniquement du gouvernement d'aller au référendum, d'aller surtout à cette nouvelle constitution. C'est une recommandation forte des ANR et c'est le peuple souverain qui l'a demandé. Et nous, au niveau du gouvernement, on ne pouvait qu'entériner toutes les recommandations, en tout cas les recommandations phares qui sont ressorties des Assises nationales de la refondation. Côté force de défense et de sécurité, la mobilisation était grande pour accomplir un devoir citoyen. Le vote par anticipation des forces de sécurité leur permettra d'être prêts pour assurer la sécurité du référendum prévu le 18 juin prochain. À l'école de la base 100 de Bamako, les bureaux de vote ont fermé à 18h. Les opérations se sont déroulées dans un climat apaisé toute la journée, constat de notre équipe de reportage dirigée par Batraouri. À quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote, la cour de l'école de la base 100 était toujours animée. Les derniers votants s'empressaient d'accomplir leur acte de civisme. Je suis très content, puisque après tout, nous sommes des citoyens et aussi c'est notre devoir absolu de faire ceci au nom de notre État. La journée de vote a comblé toutes les attentes au dire des différents présidents des bureaux de vote que nous avons approchés. Ça s'est très bien passé. Les gens sont sortis massivement et on a bien voté.
Il n'y a pas eu de problème majeur. Le vote s'est déroulé normalement parce que les gens ils sont sortis, les militaires sont sortis massivement et ils sont venus voter dans la discipline. Il n'y a pas eu d'incident. Le centre de l'école de la base 100 de Bamako comprenait 6 bureaux de vote et selon le président du bureau de vote numéro 1, tout porteur d'uniforme pouvait y accomplir son devoir civique pourvu qu'il réside à Bamako. Même climat de sérénité, surtout d'engouement au commandement des écoles et des centres de formation de la gendarmerie de Faladjé. Ce centre de vote compte 4 bureaux et le vote s'est déroulé dans la discipline et la rigueur. Un constat de Jules Sambou-Sissoko. Démarré à 8 heures dans de bonnes conditions, les opérations de vote référendaire du projet de constitution ont pris fin à 18 heures à l'école et centre de formation de la gendarmerie de Faladjé avec 4 bureaux de vote. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la discipline. Le vote s'est bien passé aujourd'hui de 8h à 18h sans aucun incident, dans toutes les conditions normales. Le vote s'est déroulé de 8h à 18h. Rien n'a manqué, tout s'est bien passé, aucun incident n'a été signalé. L'équipe de Lège a fait le même constat. Ça s'est vraiment très bien passé. De 8h à 18h, donc ça s'est passé dans le calme et dans la sérénité. Avec la machine, on cherchait les numéros NINA pour les donner et puis les orienter vers leur bureau de vote. Au terme du vote des militaires par anticipation, les urnes sont scellées avant d'être remises aux autorités compétentes. L'inspecteur général des armées, accompagné du chef d'état-major général adjoint des armées, a sillonné, lui, quelques centres de vote à Bamako et Kati. Général de brigade Brahima Adjabaté s'est félicité de la bonne organisation du scrutin, de l'atmosphère et de la forte mobilisation des femmes. Nous l'écoutons au micro de Souleymane Sidibé. Le conseil général sait que les militaires se sont mobilisés. Nous avons observé la bonne organisation de ce scrutin qui est une première au Mali, que les militaires, les porteurs d'uniforme votent par anticipation. L'affluence a été massive, l'organisation a été parfaite et je tiens au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants à féliciter le commandement militaire, commencer par le premier chef militaire qui est le chef d'état-major général des armées, dont l'adjoint est avec moi dans cette mission, et remercier tous les chefs d'état-major et directeurs de services et tous les chefs militaires qui sont impliqués dans cette organisation pour la parfaite mobilisation des militaires, pour l'organisation et la discipline et le calme qui a régné. Autant nous avons voté dans le calme, dans la sérénité et avec une mobilisation très bien réussie, nous demanderons à nos frères civils également de faire la même mobilisation le 18, c'est-à-dire le dimanche prochain, pour qu'il y ait un vote réussi et que tout le Mali et tout le monde entier comprennent que le Mali, les choses changent. Le camp Soundiata Keïta de Kati est l'un des grands centres de vote de ce scrutin avec ses 9 bureaux de vote. Les forces de défense et de sécurité étaient au rendez-vous pour accomplir leur devoir de citoyens. Parmi les premiers votants, le commandant de la 3e région militaire nous dit Tamsir Diabaté. Le rendez-vous au camp Soundiata Keïta de Kati ce dimanche 11 juin 2023 est le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour le référendum. Avant le démarrage du vote, le commandant de la 3e région militaire, accompagné des autorités politiques, administratives et le coordinateur de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ du cercle de Kati ont fait le tour des bureaux de vote. Tout se passe normalement, comme prévu. On avait planifié comme ça. Et il y a un grand engouement. Il y a une très bonne mobilisation de la part des responsables de la zone militaire de Kati. Et donc nous, on est très satisfaits, on est très contents de cette mobilisation. Après être assuré que la logistique est sur place ainsi que les agents électoraux pour la bonne tenue du scrutin, c'est le commandant de la 3e région militaire qui vote en premier lieu. Et il s'est dit fier d'accomplir son devoir de citoyen. Je suis animé d'un sentiment de joie, plein d'honneur. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen malien en votant ce matin. En tant que zone
la zone de défense numéro 3. Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui malien pour pouvoir affirmer mon choix par rapport à ce projet de référendum. Dans ce centre, il y a 9 bureaux de vote et devant chaque bureau, il y a une file indienne. Au même moment, d'autres arrivent en nombre. Toutes choses qui dénotent l'affluence et l'engouement des forces de défense et de sécurité à ne pas rater ce rendez-vous historique qui constitue certes un devoir des citoyens, aussi et surtout un acte patriotique. Ça me présente d'abord la défense de la patrie de mon pays. Et c'est tellement heureux que je ne sais même pas comment l'expliquer. Vraiment, tout ce qui va dans moi, intérêt de mon pays, je n'hésiterai pas de le faire. Les agents électoraux se disaient à un moment de la journée débordés. Au-delà de la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, tout s'est bien passé sans incident ici au camp Sundiata Keita de Kati. Il est 18h et c'est la fermeture des bureaux de vote, comme prévu par la loi électorale. Rendez-vous donc le 18 juin pour le vote des civils. L'engouement était au rendez-vous également dans les garnisons, dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala et Ségou. Partout, le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Saloum Konaté avec le concours de nos stations régionales. Le vote référendaire anticipé des forces armées et de sécurité de ce dimanche s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire. En troisième région, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et les opérations se sont déroulées normalement. C'est le constat fait par Madame le gouverneur de Sikasso qui s'est rendu dans certains centres mis en place pour le vote référendaire anticipé des forces de défense et de sécurité. On voit que toutes les dispositions sont prises pratiquement et l'engouement est là. La coordination nationale de l'EJ est là pour la supervision et les coordinations régionales, locales et communales, les membres sont là également pour superviser le vote des militaires. Il en est tout de même pour la région de Bougouni où le gouverneur et sa délégation se réjouissent de l'engagement des porteurs d'uniformes. Tous les bureaux ont été ouverts à l'heure conformément aux instructions et au niveau de la troupe, un engouement est là. Comme moi j'ai dit, dans l'armée, c'est fait comme moi. Et c'est fait comme moi quand même a été salutaire parce que les chefs des entités militaires ont été les premiers à voter et la troupe suit. Dans la région de Koutiala, ils étaient 650 inscrits appelés à voter dans 3 bureaux de vote répartis entre les circonscriptions de Koutiala, Yorosso et Kouri. Cette première étape du processus référendaire a suscité un engouement considérable. Les gens sont en train de voter librement. Il n'y a pas eu de consigne particulière. Donc c'est leur propre état d'âme qui est en train de les pousser à voter aujourd'hui, massivement. Parce qu'ils se disent qu'ils sont les premiers Maliens dans ce sens que c'est eux qui sont là aujourd'hui à se sacrifier, à vouloir se sacrifier, à donner leur vie pour sauver celle des autres. Dans la zone de défense de Ségou, les opérations de vote par anticipation des forces de défense et de sécurité se sont déroulées normalement. Constat fait par le gouverneur de la 4e région qui a sillonné certains centres de vote de la région. C'était en compagnie des responsables de l'EJ et des autorités militaires de la zone de défense de Ségou. L'affluence est de mise. Les hommes sont sortis massivement. Vous voyez les fils qui sont là. Donc nous-mêmes, nous sommes vraiment très émerveillés par rapport à ce que nous venons de voir. En tout cas, nous souhaitons que le 18, qu'il en soit pareil avec le vote des autres citoyens. Akai, Kita, Nara et Tombouctou. Les porteurs d'uniformes sont sortis massivement pour accomplir là où également leur devoir civique. Dans toutes ces régions également, la discipline était au rendez-vous. Fadema Keita avec le concours de nos bureaux régionaux. À l'instar des autres régions du Mali, le vote référendaire par anticipation des porteurs d'uniformes s'est bien déroulé ce dimanche 11 juin 2023 dans la cité des Rails. Dans les 5 centres et 8 bureaux de vote de la région, l'affluence était totale, l'organisation parfaite. D'où la satisfaction du gouverneur de la région. Nous avons pu sillonner les différents bureaux de vote au niveau de la ville de Caille. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite, car nous avons pu constater que toutes les conditions sont réunies pour que les membres des forces armées de sécurité puissent voter. À l'instar des forces armées de sécurité,
Je demande à la population de sortir massivement le 18 pour accomplir à leur tour leur devoir de citoyen. Opération référendaire, vote anticipé des porteurs d'uniforme, tout s'est bien passé dans la région de Kita où le gouverneur Daouda Maïga a assisté à l'ouverture d'un bureau dans la capitale régionale. Après avoir fait le tour des 2 centres de la ville, il se dit satisfait des dispositions prises. Nous sommes ravis de voir que la police, la gendarmerie, la garde, la protection civile, tous les corps sont sortis massivement, et même ceux qui sont en mission pour accomplir ce devoir citoyen. Donc c'est pour nous un grand honneur que de démarrer cette activité, aujourd'hui 11, en anticipation au vote du 18 juin prochain. À Nara, le directeur de cabinet, accompagné par quelques membres du gouvernorat, du préfet, des élus, des superviseurs de l'EJ et de l'administration, s'est rendu dans 2 centres de vote, celui du camp Mohamed Ould Issa et de la garde nationale. Objectif, s'imprégner du bon déroulement de ce référendum anticipé des porteurs d'uniformes. Arrivé dans les bureaux aussi, nous avons interviewé les membres du bureau, notamment les présidents, qui nous ont montré quand même les documents avec lesquels ils travaillent. Et à la question de savoir s'ils avaient des problèmes, ils ont dit qu'ils n'ont pas de problème parce que les documents sont disponibles, les électeurs sont là, le vote a commencé à 8h et ils n'ont pas de problème d'identification. À Tombouctou, le vote des porteurs d'uniformes s'est déroulé sans incident. Dès 8h, les 16 bureaux de vote étaient tous opérationnels. Le gouverneur de la région se dit très enthousiaste de voir l'affluence qui règne devant les bureaux. Tout se passe bien jusqu'à ce niveau et il y a vraiment de l'affluence. Vous constatez dans la cour ici, les différents bureaux de vote qu'on a visités, on se rend compte que vraiment il y a de l'engouement et tout le monde veut voter et rapidement. Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans les régions de Mopti, Douanza, Gao et Menaka. Dans toutes ces régions, les forces de défense et de sécurité étaient fortement mobilisées également pour voter ce dimanche. Le point avec Bemba Sibi, toujours avec le concours de nos stations régionales. Les forces de défense et de sécurité ont accompli leur devoir civique ce dimanche sur l'ensemble du territoire dans le cadre du scrutin référendaire, comme ici à Menaka où dès 8h les opérations ont commencé. Tout le monde constate que c'est une fête ici au niveau du camp de Menaka. Les militaires ont commencé à 8h00, les bureaux sont ouverts et ils sont en train de voter normalement comme il se doit, tout en respectant la loi électorale. À Gao également, les Famas ont voté. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional, accompagné par les autorités communales et les responsables de l'EJ. Nous avons fait le tour des bureaux et nous sommes vraiment très satisfaits. Et aussi bien à l'intérieur aussi de la région, Bourom, Ansongo, tout se passe bien aussi dans les casernes. Même exercice à Mopti où les forces de défense et de sécurité ont voté dans la quiétude, a souligné le colonel-major Abbas Damele, gouverneur de la région. La mobilisation des hommes preuve que chacun a compris la portée de l'acte citoyen, la bonne organisation dans les différents bureaux de vote. L'esprit de discipline qui règne dans tous les centres, ça c'est remarquable. Et nous avons pu constater qu'il y a un continuum du service par ces opérations et par ces hommes en tenue. Et ils s'acquittent en même temps de leur devoir civique. Forte mobilisation des femmes pour ce scrutin référendaire, c'est le constat fait par le gouverneur de la région de Douanza après le tour des garnisons. Le constat c'est que tout se passe dans l'ordre. Les agents électoraux sont sur place, le matériel électoral est sur place, les documents électoraux sont sur place. Et l'affluence est bonne. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien passé dans ces 4 régions. Pour rappel, ce vote anticipé des forces de défense et de sécurité les permet de mieux sécuriser le scrutin du 18 juin prochain. C'est ce qu'on pouvait retenir ce soir du déroulement du vote par anticipation des militaires pour le référendum constitutionnel du 18 juin prochain. D'autres étapes à suivre dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, le rôle des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation du référendum et des élections générales, le principal sujet d'échange entre le chef d'état-major général des armées et les troupes à Sikasso. Général de division Oumar Diarra sillonne le pays pour encourager les hommes à plus d'engagement. Moustapha Doumbia. C'est une visite de commandement du chef d'état-major général des armées en vue de transmettre les messages de la hiérarchie aux éléments de la 8e région militaire.
D'entrée des jeux, le général de division Oumar Diarra a rappelé les missions confiées aux forces armées maliennes pour le bon déroulement du référendum et des prochaines échéances électorales. Nous sommes arrivés à Sikasso dans le cadre de cette visite de commandement avec objectif principal de venir expliquer et voir le niveau de préparatifs de l'opération Tilekura. L'opération Tilekura est une opération de sécurisation du processus électoral et les forces armées et de sécurité sont déjà à pied d'œuvre depuis l'annonce du référendum. Déjà l'armée de l'air a commencé. On a acheminé pratiquement le matériel électoral à destination où c'était voulu. Nous mettre vraiment dans les dispositions pour sécuriser le vote du 18 juin au profit de nos concitoyens. Le chef d'état-major général des armées a aussi échangé avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la 8e région militaire sur certains sujets d'actualité. Notamment le rapport de Moura, on a donné la vraie version des choses pour que les gens, les uns et les autres comprennent. Rappeler les messages de commandement par rapport à la montée en puissance des forces armées maliennes aujourd'hui. Les efforts qui ont été fournis par le politique, la forte volonté politique est là pour que l'armée soit, les forces armées et de sécurité soient en mesure d'exécuter les missions qui les ont été confiées par le peuple malien, à savoir la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. La mission conduite par le chef d'état-major général des armées a rendu une visite de courtoisie à la chef de l'exécutif régional. Vous le savez, la campagne référendaire se poursuit tous les soirs. Un temps d'antenne est accordé aux deux courants, oui et non. D'abord le oui. Le Premier ministre apporte des éclaircissements à propos de la laïcité, un concept selon lui galvaudé ça et là et qui pourtant met tous les Maliens au même pied d'égalité, quelle que soit leur religion. Il s'est exprimé sur le sujet à 100 en marge des festivités du Sankemo. Référendum NATO le 18 juin 2023. Sankaw ka ira ko ulu fe kuma flatter Mario engagement di gouverneur ya di aw fanam badon abe aw hakilla il faut faire le plébiscite dogo kanga gagner droit de plébiscite au Corée femba de kanga fo kana fo 52% 53% de ambo don ko beteme mais il faut plébiscite au Corée avec 100% là. Mbado sanka benake. Iya do ko kuma do be ka munumunu jamana kono. Ko aye constitution sebe. Ko ala ko kuma tala. Ko dine ko kuma tala. Ko parce à tradition la usa foko dine sentala. Galondo. Mimba hakilla o sebelendo tubabukana. Iya do ni be fen tradu mogo be se ka yelama. Dineu be balade ama foko dine talade afoko dineu be bala ni afoko dineu be bala o kore islameu bala chrétien bala protestant bala anga afrique ka religion fran bala o kore dineu be bala pour que anga se ka to nyon kerefe il faut que beki ka dina ke bet se ka jagwa ki ka dina jagwa mogoduka donc dobe ka déformer population dobe ka campagne ke ko gouvernement ko dine ko tanga constitution la galondo de amake amafota min fora ko dine u be bala ene dine u be bala abena mun kuma fa ituguni Amerique fleni ulumu kali ali ukawarila umu kali alala uka président besigi ati bolo sigi uka biblica mais c'est un état laïque et Russie c'est un état laïque. France, c'est un état laïque, mais où la laïcité d'Inke, ça dépend des pays. Mali là, il y a fait une constitution. Donc, ma woma nata yelema dola. Kanani kuma hakilishwen kuma kamugo hakilishwen. Au kana lame. Ce qui est dans notre constitution, c'est pour les religions. Donc, on kumba faut qu'on baou de feuille. Ce n'est que là où président ye décision minta aw yere ka wuli aya fo yoro bela kanga soda su fo ay minke gouvernement et minke Sénégal we akafo. Écoutons à présent le porte-parole du jour du courant du non. Il s'agit de Bakary Danyoko, représentant de la CEMAS en France. Il appelle à voter non au référendum. Nous l'écoutons au micro de Saloum Konaté.
ce projet de constitution coche à toutes les cases pour un rejet pur et simple. Cela est motivé par plusieurs éléments, notamment 4 choses. La première, c'est son aspect d'illégalité. La seconde, c'est son aspect d'illégitimité. La troisième, c'est son aspect de non-exclusivité. Et la quatrième, c'est son aspect de non-opportunité. Maintenant, en ce qui concerne le premier point, la légalité, c'est vrai que ce qui n'est pas interdit est permis, mais à un moment, il faut également dire que ce qui n'est pas prévu ne devrait pas être. Ça, c'est la première chose. Et la Constitution tient à un point majeur qui est sa rigidité. La rigidité est une caractéristique de toutes les constitutions du monde. Deuxième point, la légitimité. On en convient que dans le cadre du process de l'adoption de ce projet de constitution, il y a des acteurs majeurs qui ont été mis sur le carreau, permettez-moi l'expression. Le troisième point, c'est son non-exclusivité. Il y a une frange importante de la population qui ne se reconnaît pas dans ce projet adopté. Et le dernier point, c'est l'opportunité. Gouverner, c'est anticiper sur les défis et les enjeux. Gouverner, c'est assumer toutes les responsabilités avec les critiques positives et négatives. Gouverner, c'est apprécier l'opportunité. Aujourd'hui, nous avons 2 opportunités. Nos opportunités ou nos priorités sont ailleurs. Il s'agit notamment de la sécurité, de la santé, de la cherté de la vie et du chômage. Donc, parmi ces 4 priorités, il y a nullement la question du référendum. Donc, pour nous, afin de barrer la route aux traquenards, aux laudateurs, il est de bon ton que nous rejetions en bloc ce projet de constitution en votant fermement et massivement non pour ce référendum. À l'endroit de la population malienne, nous voulons être clairs et précis que ce n'est nullement un plébiscite, c'est-à-dire voter ou non, oui ou non, n'est pas voter oui ou non contre la transition. C'est un point que la transition s'est octroyée. On peut être opposé à ce point sans ne pas être opposé ni à la transition, ni aux autorités de la transition. Il est de bon ton que nous ne jouons pas ou que nous ne fassions pas la confusion. Plusieurs choses. À partir du moment où la légalité n'est pas acquise, pour nous, on ne doit même pas rentrer dans le fond. C'est ce que nous avons souhaité dès le départ, le retrait pur et simple de la Constitution. Si malheureusement nous n'avons pas obtenu ce retrait, il y a beaucoup de choses qui doivent être contestées. Je vous donnerai au passage 2 ou 3 éléments. Il est dit qu'il y a une séparation nette entre les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais voici une grande aberration. Le patron, c'est-à-dire le chef de l'État, qui est le patron du pouvoir exécutif, est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, la magistrature est l'instance suprême de la justice. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les représentants des 2 courants à se présenter au siège de l'organe demain lundi 12 juin 2023 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 10h le courant du non, 10h30 le courant du oui. Également dans l'actualité au Mali, la 2e édition du Salon des médias qui a fermé ses portes hier à Bamako. Le dernier panel animé sur place a porté sur le rôle des médias dans la vulgarisation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Un thème développé par le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Mohamed Kayentao. Sur les 10 panels prévus pour le salon des médias, 10 ont été tenus, parmi lesquels le rôle des médias dans la vulgarisation des Assises nationales de la refondation ANR. Les médias sont les meilleurs moyens de recentrer les Maliens autour de l'essentiel, mais aussi de donner un signal fort à l'extérieur, aux citoyens du monde, pour leur dire le Mali, ce n'est pas le Mali du désordre, ce n'est pas le Mali de la crise multidimensionnelle qui perdure, mais c'est un Mali qui aujourd'hui se reprend, s'assume et a une vision à proposer et aux Maliens mais aussi au reste de l'Afrique, au reste du monde. Ce panel exposé par le ministre en charge de la refondation a réuni une 50aine de participants, dont des journalistes et communicants. L'insuffisance des services sociaux de base à Kidal, la mise en place d'un organe regroupant les 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire,
et l'indépendance de la justice à travers les réformes judiciaires sont entre autres des sujets abordés. Au-delà de l'information, un média a aussi un rôle de sensibiliser, de former ses auditeurs et ses téléspectateurs. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir digitaliser l'information pour que chacun, où ce que se trouve, puisse avoir l'information et pas que, mais surtout de la bonne information. Toute information dépend des médias, ça dépend de la manière dont le message est véhiculé. Donc si eux ils veulent que le message soit bien compris, ça sera le cas. Mais si ils ne veulent pas aussi, donc ça échoue aussi. Les prochaines éditions pourront connaître une meilleure implication des autorités de l'État, puisque la transition en cours à l'heure du digital est nécessairement une transition qui passe par les médias, qui s'appuiera sur les médias. Le salon des médias qui s'est tenu du 7 au 10 juin à Bamako est à sa 2e édition. Il a regroupé des hommes des médias du Mali et ceux de la sous-région. On en vient à l'invité de ce 20h au week-end. Nous recevons ce soir le commissaire à la sécurité alimentaire. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir. Alors, le président de la transition procédera mardi au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, un événement couplé cette année au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banankoro-Dioro et au redémarrage des activités de production de la Comatex SA. Quelle est la portée d'un tel événement pour vous? Merci beaucoup. La visite présidentielle à Ségou apporte beaucoup d'espoir aux populations de Ségou avec le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire toute l'année 2023, et la reprise des activités de la Comatex et le lancement des travaux de la route Banankoro-Dioro. Toutes ces actions sont liées parce qu'on sait que la réalisation des infrastructures ou l'amélioration de la qualité des infrastructures routières améliore aussi l'accessibilité physique et économique des denrées alimentaires partout. Cela est rendu possible. Et aussi, on sait que la reprise de la Comatex aussi va considérablement améliorer les conditions de vie des centaines d'employés qui sont au chômage technique depuis quelques années déjà. Alors, le président de la transition qui va donc lancer, nous l'avons dit le mardi, le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, que prévoit-il et quelles sont ces articulations entre les différentes parties? Je veux parler de ce plan national. Alors, le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au de l'année 2023 s'articule autour de 2 axes principaux. Premièrement, il s'agit d'apporter de l'aide d'urgence, une assistance alimentaire directe à des populations qui sont identifiées en crise alimentaire pendant la période de soudure, qui va de juin à septembre dans notre pays. Et dans un deuxième temps, a aussi apporté un accompagnement à certains de nos citoyens pour améliorer leurs conditions de vie, leur capital productif, renforcer leur capacité de résilience à l'insécurité alimentaire. Alors, et quelle est la relation avec les partenaires qui viennent accompagner cette initiative? Alors, l'État et le programme alimentaire mondial essentiellement se positionnent sur le segment de l'urgence. Donc, l'assistance apporte l'urgence. L'État va distribuer directement sur l'ensemble du territoire plus de 30 000 tonnes de céréales pendant les mois de juin, juillet et août. Et le PAM va accompagner avec les transferts monétaires et des coupons électroniques, essentiellement des coupons alimentaires. Et quelle est la situation alimentaire réelle du pays au jour d'aujourd'hui? Les évaluations du système d'alerte précoce issues des 2 sessions du cadre harmonisé, celle de novembre 2022 et la toute dernière de mars 2023, indiquent qu'en période de soudure, 1 246 000 de nos concitoyens seront en crise alimentaire et donc ont besoin d'assistance alimentaire directe. Et près de 4 millions ont besoin d'accompagnement dans le cadre du renforcement des moyens d'existence et le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et au choc climatique.
Alors, des poches de sécheresse par endroits, des inondations, l'insécurité également par endroits. Le pays a connu également un embargo injuste de la CEDEAO. La combinaison de tous ces facteurs a-t-elle eu des répercussions sur l'état nutritionnel de nos compatriotes? C'est vrai que la combinaison de tous ces facteurs-là a contribué à l'atteinte de ces chiffres-là qui, il faut les rappeler, est quand même en baisse de 30% par rapport à celui de l'année dernière à cause essentiellement de deux facteurs. Le premier, c'est que la campagne agricole a été meilleure grâce à une pluviométrie abondante l'année dernière et aussi l'effort de nos forces de défense et sécurité, surtout dans les centres. On a vu que le cercle de Nyono et une grande partie du cercle de Ségou étaient en phase de crise l'année dernière. Cette année, grâce à ces efforts-là, cette zone-là est sortie de la crise et la crise se concentre au niveau de la zone des trois frontières, notamment le cercle de la région de Bandiagara, Douanza, Gao et Menaka. Alors nous apprenons également que le président de la transition a décidé cette année, et pour la première fois, de reconstituer le stock national de sécurité alimentaire à son niveau optimal, de même que le stock d'intervention de l'État. Est-ce un nouveau cap et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous disposons désormais d'un stock de sécurité comme les pays développés? Oui, alors nous disposons des stocks de sécurité, c'est que nous avons ce que nous appelons des réserves alimentaires de sécurité, notamment les stocks d'intervention de l'État qui a vocation à permettre à l'État d'intervenir sur les marchés pour diminuer les tensions sur les prix des céréales partout au Mali, et le stock national de sécurité qui permet d'intervenir directement par des distributions alimentaires gratuites partout où le besoin est. Et c'est vrai que depuis 10 ans, ces stocks-là n'ont pas été reconstitués aux normes. Et cette année, c'est l'instruction du président de la transition, chef de l'État, un effort particulier de l'État a permis que ces stocks-là soient reconstitués. Et cette fois, ça sera perpétué chaque année. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais que nous vous êtes attendus à Ségou. Avez-vous un message particulier pour ces populations qui vous attendent là-bas? Alors, le message particulier que j'ai, c'est que j'ai demandé aux populations de Ségou de se mobiliser massivement pour accueillir cette visite présidentielle qui, je viens de le dire, apporte beaucoup d'espoir pour la région de Ségou. Quand on connaît le rôle que joue la Comatex à Ségou et la route aussi qui est très attendue, Banankoro-Djoro, et le lancement du PNR, Plan national de réponse, qui est quand même colossal cette année et qui couvre un large éventail d'activités, pas seulement de distribution alimentaire. Monsieur le commissaire à la sécurité alimentaire, encore une fois, merci. Merci. Dans l'actualité également, justice sociale pour tous. Éliminons le travail des enfants, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants célébrée demain 12 juin. À cette occasion, la ministre en charge du travail dans son message souligne les avancées du Mali et les perspectives afin d'améliorer les conditions de vie des enfants. Awa Ditma Kamara. Plus de la moitié de la population malienne a moins de 18 ans selon les statistiques du département en charge du travail. Les enfants constituent à cet effet un vivier important dans la construction du Mali. Mais hélas, la plupart de ces enfants travaillent sur des sites d'orpaillage. On les retrouve dans les champs, bref, ils subissent toutes sortes d'abus. La problématique préoccupe les autorités. Au Mali, selon les résultats de l'enquête EMOP de l'INSTAT, rendue en 2022, le travail précoce des enfants concerne un quart des enfants âgés de 5 à 11 ans. Il augmente avec l'âge et touche davantage les garçons que les filles. C'est un phénomène principalement rural. Les enfants sont près de 2,5 fois plus exposés dans les contrées rurales, avec 85,6% que dans les villes maliennes. Pour lutter contre le travail des enfants, le Mali a entrepris plusieurs actions sur le plan institutionnel, législatif et juridique. L'événement est célébré cette année autour du thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». D'importantes mesures institutionnelles et législatives ont été prises pour soutenir les actions entreprises, au nombre desquelles la création d'une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants en 2010 et l'adoption en janvier
2023 des nouveaux plans d'action nationale pour l'élimination du travail des enfants au Mali, communément appelé PANETEM, couvrant la période 2023-2027 pour un coût total d'environ 6 milliards de francs CFA. Le travail des enfants est un combat de longue haleine. Toutefois, les autorités entendent mettre fin aux plus dangereuses formes du travail des enfants d'ici à 2030. Chronique culture et société dans la mouvance de la Journée internationale des archives. Alpha Maïga fait un focus ce soir sur les disques vinyles ou encore, si vous le voulez, les 33 tours. C'est un support analogique de musique. Suivons pour en savoir davantage. Pendant des siècles, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était évidemment de se rendre à un concert. Jusqu'en 1857, il n'y avait aucun moyen d'enregistrer un son. Puis, le phonotographe, une membrane qui recueille les vibrations sonores. C'est pas facile de réunir autant de disques et que ça reste longtemps comme ça. Les disques peuvent vivre très très longtemps si la conservation est bonne. Ça éveille un merveilleux souvenir parce que les disques 33 tours et les disques 45 tours étaient le support de la musique. Les disques vinyles, c'est un patrimoine énorme. La galette de vinyle ou 33 tours a connu une belle histoire et ce fut un objet dont s'arrachent de nouveau les collectionneurs. J'ai des 33 et 45 tours, mais j'ai un 78 tours, mais là qui est jusque là-haut, ça date de 1939. C'est du jazz très dur, hein, qui n'était pas aussi modernisé comme au jour d'aujourd'hui. Voir un peu les Beethoven, les trucs et tout, c'est ce qui est dessus. Là-haut, c'est la musique européenne et américaine, là-haut, tout haut, en descendant sur le deuxième rangée. Là, c'est la musique américaine, européenne et même la musique russe avec un peu d'arabe. Dans cette colonne-là, tu as du reggae, tu as du salsa, tu as de la musique africaine congolaise, en tout cas la musique africaine. Le titre Sambuluma. Tan 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 tan. Vous me faites rire. Sambuluma samba ile sambulu sambule mama sambuluma. Oh samba. L'histoire du disque vinyle ou 33 tours date du XXe siècle. Il a connu une courbe de popularité. En 2022, le chiffre de vente de disques vinyle a dépassé le chiffre de la vente des CD, par exemple, aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que quelque part, il y a un regain d'intérêt pour ces disques vinyles. Les 33 tours furent adulés, négligés, puis redécouverts par les mélomanes, provoquaient l'admiration des collectionneurs qui en vantent même aujourd'hui les prodiges sonores. Mais moi, c'est toute une vie. Voilà pourquoi ces disques-là vivent dans mon bureau à moi. Il faudra chaque jour, quand j'ouvre le bureau, il faut que je voie les disques. C'est par amour. Je ne peux même pas t'expliquer le sentiment qui m'anime quand je touche ces disques-là. Nous avons eu beaucoup de musique, de créations musicales qui ont été gardées sur ces disques vinyles. Les grands orchestres que sont ceux de Sikasso, de Ségou. Mais il y a aussi eu des grandes cantatrices de Bamako. Les Ami Koïta, les Tata Bambo, les Fanta Damba. Les 45 tours étaient le type de vinyle le plus répandu. Les 45 tours, c'est le tour que le disque fait en un temps record. Les Pichouna, les Moon, les Kafulmayay, c'est sorti sur un 45 tours, comme ça. Les 33 tours est le type de vinyle consacré aux sessions d'écoute longue avec une qualité sonore supérieure à celle des 45 tours. Ici, on retrouve plus de 1500 disques, des milliers de cassettes audio. Comment sont-ils conservés ?
L'actualité des sports, c'est avec Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir Kodji. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Retour sur la finale de la 62e Coupe du Mali de football. Le stade malien de Bamako s'est imposé hier devant les 11 créateurs de Nyarela. Place ce soir aux réactions. Oui, aux réactions notamment des entraîneurs. D'abord, Siaka Traoré du stade malien de Bamako, très heureux qu'une bonne partie bien sûr des missions assignées par le club soient donc réalisées. Nous l'écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. Je suis très content parce que ça faisait partie des objectifs qu'on m'a fixés. Il y avait soit être champion, soit remporter la coupe pour être africain l'année prochaine. Je pense que l'objectif il a atteint, on a remporté la coupe et surtout je suis très content de mes joueurs vraiment qui ont joué sérieux, qui ont respecté les consignes. Ils n'ont pas mis l'équipe en danger et on s'est créé pas mal d'occasions. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, on marque. Vraiment, félicitations aux joueurs. Moi, je suis très content d'eux. Voilà, je vous propose à présent qu'on écoute l'entraîneur des 11 créateurs de Nyarela, Djibril Dramé, pour qu'il ait une expérience de ses joueurs à peser en faveur de l'adversaire. Nous l'écoutons. Effectivement, nous venons de perdre 1-0 contre le Stade malien. Ce qui n'a pas marché, ça, il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, en football, il y a ce qu'on appelle les capacités. Et ces capacités sont des capacités de performance. Nous, 11 créateurs, malgré le discours, malgré notre volonté, nous sommes avec une jeune équipe composée de jeunes joueurs dont la majorité, pratiquement, sinon tous les joueurs, aucun d'eux n'a joué une finale dans sa carrière. Donc ce match-là, si vous regardez de façon globale, ça a été joué sur le plan mental. Voilà, on va juste préciser, Ibrahim, sur un autre plan que le sélectionneur national des Aigles, Eric Sekouchel, sera devant la presse ce lundi, ce sera à partir de 13h. Eh bien, il va publier notamment la liste des joueurs retenus pour l'avant-dernière rencontre des éliminatoires de la CAN. Ce sera face au Congo le 18 juin prochain. À Brazzaville, les Aigles du Mali auront besoin d'un nul pour valider leur ticket pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Alors, sur la scène africaine, la finale retour de la Ligue des Champions se joue en ce moment même entre Wydad Casablanca du Maroc et Al-Ali d'Égypte. Et on rappelle qu'Al-Ali, Ibrahim, Al-Ali d'Égypte avait gagné 2-1 et ce soir, les choses sont claires pour attribuer justement ce trophée entre les clubs africains, c'est-à-dire en ce moment même, dans les derniers instants du match, Al-Ali d'Égypte a égalisé le but du Wydad Athletic Club de Casablanca, donc score un but partout. Eh bien, c'est un score donc favorable à l'équipe égyptienne si les choses en restaient ainsi pour remporter ce trophée continental. Alors, rappelons que la semaine dernière, c'est l'USM Alger qui a remporté la Coupe de la Confédération devant les Tanzaniens de Young Africaines, dont le gardien de but est international malien. Il s'agit de Djigui Diarra. Voilà. On va donc dire bonne chance à Al-Ali. C'est pas parce que nous soutenons forcément, mais nous soutenons notre international Dieng, Alou Dieng, qui fait partie de cette équipe égyptienne, en tout cas, qui, pour l'instant, est bien parti pour remporter ce trophée interclub. Merci beaucoup. Merci. Et nous terminons ce journal avec cette triste information. La grande famille judiciaire est en deuil. Daniel Tessougué, ancien procureur général près la cour d'appel de Bamako, n'est plus. Il est décédé aujourd'hui à Bamako. Dort en paix. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et à toute l'équipe éditoriale et de réalisation. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.